Chers amis, vous savez ce que j'aime chez le président, le capitaine Ibrahim Traoré? Le fait que c'est un président qui est proche de son peuple. C'est un président qui, de par son serment, quand il a prêté serment, il a dit qu'il serait le président des Burkinabés. Il a précisé qu'il donnerait sa vie jusqu'au dernier souffle pour le peuple burkinabé. À vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabés, sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Ma conviction est certaine. Le Burkina a des hommes capables. Le Burkina a des combattants. Et nous pouvons nous en sortir. C'est ce que j'aime dans son action. Il n'oublie pas ses frères d'armes. Il sait très bien que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est eux qui font le travail pour la sécurité du pays. Dans cette rencontre qu'il a organisée avec les veuves et les orphelins de ces soldats-là, de ceux qui ont péri dans les combats terroristes, il a même dit que c'est une première depuis que le terrorisme sévit au Burkina Faso. Et pour lui, c'est une manière de se rapprocher de ces personnes-là qui ont perdu un frère, qui ont perdu un mari, qui ont perdu un père, qui ont perdu un oncle, qui ont perdu un grand-père. Oui, c'est comme ça qu'il essaie de se rapprocher. Et il n'oublie jamais ces personnes-là. Il a mis en place des actions pour que ces femmes-là et ces enfants-là ne soient pas abandonnés à leur propre sort. Parce que les pères, les frères, les oncles qui étaient ces soldats-là étaient ces personnes-là qui pourvoyaient à la famille. Et souvent même toute une grande famille. Et aujourd'hui, ces gens-là sont tombés pour la nation, pour la sécurité des Burkinabés. Donc pour lui, il faudrait assumer ses responsabilités. C'est pour ça qu'il a pris ses responsabilités pour regrouper ces femmes-là et discuter et avoir leur point et ce qu'elles attendent. Il a développé une application pour que ces femmes puissent s'enregistrer, pour être plus proche de ces femmes-là, pour que l'État s'occupe de ces orphelins, pour que l'État s'occupe de ces veuves. Chers amis, on peut tout dire. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais il y a des actions qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Le président Ibrahim Traoré, c'est une révélation. C'est la réincarnation d'Ibrahim Traoré. Et c'est la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. C'est la réincarnation, je répète, du capitaine Thomas Sankara. Même dans ses discours, on retrouve l'aura de Thomas Sankara. Même dans ses manières de faire, dans ses faits et gestes, même dans ses paroles, il a ses mimiques, c'est Thomas Sankara. Et aujourd'hui, certaines personnes le détestent. Pourtant, ces mêmes personnes ont toujours prié Dieu pour avoir un Thomas Sankara. Un Thomas Sankara en 2024, en 2025. Et voici, c'est comme ça l'humain. L'humain ne sait pas reconnaître ce qu'il a de plus cher. Je vous laisse regarder cet échange avec ces femmes-là. Et j'aimerais vous lire en commentaire. Dites-moi ce que vous appréciez chez le capitaine Ibrahim Traoré. Je veux vous lire. C'est très important. Je vous laisse regarder la vidéo, cet échange avec les veuves et les orphelins. Vous êtes venus si nombreux et si nombreuses donc à cette conférence des veuves et des orphelins, qui est la première du genre depuis le début du terrorisme. Je suis très heureux d'être là ce soir pour écouter donc les doléances, si je peux dire, mais aussi pour qu'on trouve des pistes de solutions rapides aux conditions socio-économiques donc des épouses et des orphelins de nos camarades qui ont payé le prix de leur vie. Mais avant tout propos, je souhaite qu'on prenne une minute pour prier pour le repos des âmes donc, de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. Donc soyez honorés pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là ici aujourd'hui.
et continuer de prier pour tous ceux qui continuent de se battre pour que notre patrie demeure. C'est une guerre qui nous est imposée. Nous n'avons pas le choix que de nous battre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Il faut le dire, ça fait 10 ans maintenant que nous nous battons parce que les premiers actes terroristes se sont manifestés au Burkina Faso depuis 2015. Mais en 2023, j'ai donc demandé à ce que nous puissions avoir une base de données assez claire sur d'abord les blessés pour leur prise en charge après les avoir rendu visite donc, à l'hôpital, au niveau de l'hôpital du camp Sangoulé. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de fichier exhaustif de nos blessés. Nous avons aussi tenu une conférence avec eux donc l'année dernière, qui a permis de dégager beaucoup de pistes de solutions. Encore faut-il avoir un fichier clair. Et ça nous a permis donc en 2023 de réfléchir en même temps sur le fichier. Si nous n'avons pas le fichier de nos blessés, il faut que nous voyions donc est-ce que nous avons le fichier de ceux-là qui restent après nos héros qui sont tombés, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de base de données fiable. Voilà pourquoi je pense que dernièrement, nous avons travaillé pour développer une application à partir de laquelle les gens pourront s'enregistrer. Et on m'a rendu compte en tout cas que l'application est prête et devra être lancée donc dans les heures ou les jours qui suivent. Et tous les mécanismes seront mis en œuvre pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. C'est à partir de là que nous pouvons accompagner véritablement voilà, les épouses que vous êtes et nos enfants que vous continuez donc de soutenir. Mais avant tout cela, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir accompagner autant que possible. Le fichier viendra donc nous donner l'ampleur de la situation et nous permettre de prendre les mesures idoines. Et c'est dans ce sens que l'ASOVIG a été créé, parce que si nous voulons agir effectivement en faveur donc de nos blessés et de nos veuves et orphelins, il faut que nous ayons une agence spécialement dédiée à cela. Parce qu'il y a beaucoup de services et je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent emmerdés même par la panoplie d'associations ou de services qui continuent de vous appeler à gauche et à droite pour certaines choses. Nous voulons uniformiser toutes ces données. Voilà pourquoi l'ASOVIG a été créée. Et je pense que vous allez contribuer à travers donc, des représentants au niveau de l'ASOVIG pour prendre en charge un certain nombre de données. Je suis déjà content du premier point qui a été soulevé, notamment trouver une fêtière qui va regrouper donc toutes les veuves au Burkina Faso. Ça, c'est déjà un très bon départ. Avec la base de données, je pense que ça sera très facile à faire. Et c'est à partir de là que nous pourrons agir de façon consistante en votre faveur. Revenant donc aux points qui ont été soulevés ici, quand je prends le cas de l'autonomisation des femmes, tel que vous l'avez dit, c'est obligé d'aller vers ça, que chaque femme puisse avoir de quoi donc nourrir sa famille. C'est ça l'essence même de ce que nous voulons faire. C'est un impératif. Sinon, comment on va scolariser les enfants? Comment on va prendre soin des enfants? Donc, dans ce cadre, vous avez cité un certain nombre de mesures qui peuvent être envisagées et nous allons réfléchir sur le cas de celles qui ont fait les écoles professionnelles, les diplômes académiques. Le ministère de la fonction publique même réfléchit déjà sur ça, sur les questions de quotas, notamment aussi les centres de formation, qu'on nous avons déjà initié à petite échelle, mais ce n'est pas globalisé. Et je dis encore, le fichier viendra nous permettre d'avoir une cartographie, parce qu'il y a celles qui sont dans les grandes villes, mais il faut qu'à travers les fichiers, nous puissions savoir combien de femmes viennent par exemple de Gorom, combien de femmes viennent de Nyangologo, combien de femmes viennent de Nouna, ainsi de suite. Ça nous permettra d'avoir, en fonction de la situation géographique, la proportion des femmes, et nous pourrons décider de mettre des centres
spécifiques dans certains endroits du pays pour pouvoir accompagner. Mais d'ores et déjà, avec tout ce que vous avez dit, je peux vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, de fonds qu'on a baptisé Faso Konaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Le FARF que vous connaissez bien, que nous sommes aussi en train donc de redynamiser, ça c'est en faveur de toutes les femmes. Et si le fichier est clair, nous pouvons donc avoir des avantages particuliers pour que vous puissiez avoir aussi des fonds là-bas pour pouvoir vous installer. Il y a le fonds qui existait pour l'inclusion financière que nous avons transformé en agence dernièrement au Conseil des ministres, si vous avez suivi. C'est devenu donc l'agence de la promotion pour l'inclusion financière et nous voulons les doter pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est le fonds vraiment qui est dédié aussi aux petites et très petites entreprises, notamment donc les femmes qui entreprennent, pour pouvoir avoir donc le minimum de crédit et pouvoir être autonomes dans leur emploi. En plus de tout ça, celles qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture ou la transformation agricole, nous voulons aussi renflouer le fonds d'Unkafa pour que vous puissiez postuler. Et une fois que nous avons le fichier assez clair, si vous postulez, l'ASVOVIG verra comment interagir avec tous ces fonds pour vous faciliter et faire le suivi surtout de ce que vous allez entreprendre. Donc nous ne souhaitons pas vous former juste et vous laisser, nous voulons vous former, vous accompagner pour vous installer et vous permettre de travailler. Quand je prends par exemple le domaine du savon, celle qui produit du savon, il ne s'agit pas juste de produire. Souvent la vente aussi devient compliquée. Donc nous avons aussi entrepris des mesures déjà avec le Premier ministre pour que notre administration puisse consommer ce que nous transformons sur place. Donc, instruction soit a été déjà donnée ou sera donnée pour que à travers la fêtière, nous puissions pouvoir consommer ce que vous allez pouvoir transformer. Donc vous serez prioritaire dans tous les marchés qui seront passés au niveau de toutes les administrations du Burkina Faso. Et nous sommes aussi en train de vouloir même mettre une unité industrielle en place dans le sens de l'économie. Il y aura plusieurs unités industrielles pour transformer. Parce que dans le cadre de l'initiative agricole, nous sommes en train de faire une partie pour les militaires. Et nous sommes en train de former les FDS à produire. Et qui va transformer la production? C'est vous. Et nous allons mettre des unités industrielles sur place pour que vous puissiez travailler dans ces unités et pouvoir transformer ce que les militaires vont produire pour que ça puisse être écoulé aussi au niveau de l'économie des armées. Donc sur ce volet, on ne s'inquiète pas. Nous avons pris déjà beaucoup d'initiatives et nous avons un plan assez clair pour que vous puissiez être employés de façon convenable et être sereine. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir vraiment vous inscrire sur la plateforme et qu'on ait un fichier assez clair. Et là, l'ASVOVIG pourra vous accompagner dans tout ce que vous voulez entreprendre. Déjà, il y a certaines unités industrielles qui ont été lancées, notamment Texforce, qui est l'industrie textile de l'armée. Et je pense que vous, les vœux, vous êtes prioritaires pour tout ce qui est emploi. Donc, au niveau de cette unité industrielle à Bobo-Dioulasso, je vais vous informer que vous êtes prioritaire dans ces recrutements jusqu'à une certaine catégorie qui n'est pas technique, notamment liée aux manipulations des machines et tout ce qu'il y a. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là pour que vous puissiez être vraiment autonome. Et pour moi, comme je le disais aux jeunes et tout, l'idée n'est pas forcément d'intégrer les gens dans la fonction publique parce que j'ai dit qu'il faut qu'on enlève l'esprit de fonction publique dans la tête, mais il faut qu'on arrive à produire de la richesse. Voilà. Et donc l'entrepreneuriat, les industries, nous sommes lancés dans ce processus pour que vous puissiez vraiment avoir des emplois décents, permanents et pouvoir prendre soin donc, des familles. Et parlant toujours dans ce sens, donc comme vous avez demandé de créer plus de centres de formation, la cartographie nous permettra de savoir quel type de centre et où le créer.
Voilà, si on crée des centres et sans savoir c'est où est-ce que les veuves sont concentrés, c'est où que les orphelins sont concentrés, on ne pourra pas être efficace. Donc à travers l'inscription sur la plateforme, on pourra cartographier et choisir les lieux adéquats pour pouvoir implanter des centres de formation, vous former et vous intégrer dans tout ce que nous faisons comme industrialisation. On n'est qu'au début. Je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup d'industries qui vont être implantées au Burkina Faso, par le privé comme par le public. Et par le privé aussi, nous sommes en train de discuter avec eux pour que s'ils créent les entreprises, que vous soyez prioritaire dans certains emplois. Et je pense que beaucoup de gens ont adopté ça. Notamment, j'ai été visiter l'industrie de traitement des déchets à Kosodo. Presque 100% des femmes qui travaillent là-bas sont des FDS. Pour la délégation de soldes, donc j'ai même posé la question aujourd'hui seulement. On m'a rassuré que le processus est quasiment terminé. Donc je pense que dans les jours à venir, ça sera réglé. Donc nous sommes au courant de toute la souffrance derrière cette situation. Mais je pense que c'est presque OK maintenant. Ça prend souvent un peu de temps parce que tout ça, c'est lié au fait du manque de fichiers. Le manque de fichiers est vraiment un problème très sérieux. Et une fois que tout ça s'est résolu, je pense que ça va mieux se comporter. Parce que si on ne sait pas, tout le monde pourrait venir se présenter comme étant, voilà, nos femmes de héros tombés. Mais il faut un certain minimum de preuves. Et vous-même, vous avez parlé de conflits entre souvent les belles familles et les veuves, c'est pas facile. Nous avons vécu ces genres de situations et il faut prendre toutes les précautions pour que vous soyez les bénéficiaires. Pour l'harmonisation des décrets, je pense que c'est un point qu'on va regarder rapidement au niveau donc, des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure pour voir comment on peut harmoniser sur les indemnisations et voir tout ce qui est faisable. Sur ce volet aussi, je pense que vous voyez petit à petit la création donc, de la Comipec qui est en train de s'installer. Et ces questions d'indemnisation et tout ça, bientôt, ça va basculer donc au niveau de la Comipec. Parce que ça crée réellement beaucoup de problèmes au niveau des familles. Nous avons été sur le terrain, nous avons été témoins de ces situations. Particulièrement, j'ai perdu un soldat entre-temps. En plus de l'indemnisation, au sein de l'unité, souvent, on cotise pour soutenir voilà, notre femme et nos enfants qui restent. Mais pour la première fois que j'ai perdu un homme, j'avoue que j'ai été beaucoup déçu. Parce que ce que nous avons cotisé dans l'unité et que nous avons donné, la femme n'a rien reçu. Ça a été vraiment un choc. On a dû recotiser comme on peut et la soutenir. Voilà pourquoi j'ai dit de prendre en compte au niveau de la Comipec cette question d'indemnisation. Parce que voilà, personne ne souhaite perdre un homme sur le terrain, mais si quelqu'un tombe pour la patrie, il ne faut pas qu'on voit juste de l'argent qui sera donné après. Et les donner comme ça, bon, ça va servir à quoi? À rien. Donc j'ai dit de réfléchir, ne même pas indemniser un coup comme ça, mais qu'on puisse élaborer en tout cas quelque chose pour la veuve et les orphelins qui puissent bénéficier de ça. Déjà, on a modifié le code des personnes et de la famille. Vous avez vu qu'on a légalisé maintenant le mariage coutumier. Donc ceux qui ne veulent pas aller devant le maire, je pense que ça sera valable désormais. On attend que l'Assemblée adopte pour qu'on puisse avancer. Parce que bon, nous, c'est notre culture, on se marie comme ça. On ne sait pas pourquoi les gens disaient qu'il faut faire forcément le mariage venu d'ailleurs pour être reconnu. Non, on a l'habitude de se marier comme ça, donc on a décidé de modifier ça dans le code des personnes et des familles. Qu'on reconnaisse ça, celui qui va se marier à l'église ou à la mosquée ou mariage traditionnel PPS, qu'on puisse reconnaître et faire un papier net et ça va être valable vis-à-vis de la loi. Et même au niveau de la Comipec, à l'enrôlement, le soldat doit pouvoir dire qui est son épouse ou sa concubine et ses ayants droit. L'enrôlement se fait avec tous ces fichiers pour qu'au cas où on ne sait jamais, au sein de la Comipec aussi, je reviens beaucoup sur ça parce qu'on a prévu beaucoup de choses là-bas pour pouvoir vous soutenir. Notamment, on a prévu un fonds de solidarité là-bas. On fait des prélèvements, on garde. Il y a une épargne obligatoire. Et tout ça, c'est pour les familles. Voilà. On ne sait jamais parce qu'en tant que militaire, tout peut arriver à tout moment. Mais on veut que si ça arrive, que les familles ne soient pas dans une situation assez complexe. Donc ce n'est pas uniquement au niveau des forces armées nationales, mais la Comipec prend en compte toutes les forces de sécurité intérieure. Pour les logements sociaux, il n'y a pas de problème. Je pense que ce sont des réflexions qu'on va mener. Et bon,
moi, je vais vous donner ma vision déjà. Je sais que beaucoup de gens le savent. On ne peut pas continuer à faire des logements sociaux isolés comme on le fait. Donc, j'ai dit au ministre de l'Urbanisme de passer au système d'appartements. Il faut qu'on construise en hauteur et qu'on ait des appartements. Quand l'État va pouvoir le faire, on verra comment on peut faire des faveurs. Et comme j'ai dit, même à travers la Comipec, on veut voir comment les militaires vraiment peuvent avoir ce genre de logement et être en sécurité une fois de plus. Parce que si on doit continuer avec les logements sociaux comme on le fait là, chambre, salon, 2 chambres, salon un peu éparpillés, quand on sera 50 millions, on va faire comment? On ne va plus cultiver. Puisqu'on va construire tout le Burkina Faso, il n'y aura plus de terre. Chacun aura sa parcelle, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai dit d'arrêter tout ça pour qu'on commence la construction en hauteur. Et donc, la réflexion est sur ça actuellement pour qu'on puisse lancer les travaux. Et dans ça, on aura donc des appartements avec un système de logements sociaux et que les gens seront en sécurité chez eux. Avoir un toit, c'est le plus important et pouvoir être vraiment en sécurité.